Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oak Island Research pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'intitule La Vierge au Rocher ou la connexion de Vinci. Pourquoi de Vinci? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? En fait, quand on a commencé à chercher tout azimut au tout début de notre aventure avec Michael et une personne qui s'appelait William à l'époque, on s'est posé la question, mais qui était capable d'ingénierer, d'imaginer un tel système hydraulique sous l'île à une date si lointaine? Et Da Vinci était un candidat potentiel. Évidemment, on veut tout mettre sur le dos de Vinci. Mais c'était un génie, qu'est-ce que vous voulez? Et il y a une légende qui explique que dans sa vie, dans sa biographie, il y a une période de 2 ans et demi, 3 ans, qui n'est pas documentée. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant cette période. Est-ce qu'il est venu à Oak Island? Je ne peux pas répondre. Néanmoins, en faisant des recherches sur Da Vinci et sur ses tableaux, parce qu'après avoir étudié Rennes-le-Château dans tous les sens, il y a une quinzaine d'années, on voit qu'il y a certains auteurs qui ont caché dans leurs tableaux certains messages codés, notamment les bergers d'Arcadie de Poussin pour Rennes-le-Château. Et j'adore, moi, ça, cette décryptage visuel. Et on va voir un peu plus tard, j'arrête pas de vous le promettre et j'arrête pas de la repousser, mais c'est un peu volontaire qu'il y a une série de tableaux qui parlent d'Oak Island. Mais on verra ça plus tard. Néanmoins, en cherchant des connexions sur Da Vinci, il y a quelque chose qui est apparu et qui nous a frappé à la figure, enfin surtout moi au début, sur ce tableau qui s'appelle La Vierge au Rocher. Alors, la Vierge au Rocher a une histoire particulière. Il y a eu 2 tableaux de Vinci qui s'appellent La Vierge au Rocher. La première version est à gauche, la deuxième version est à droite. La première version est au Louvre. La deuxième version, il est au National Gallery de Londres. Et pourquoi il y a 2 tableaux? Parce que ce tableau a une histoire particulière. Ce tableau représente la Vierge, la mère de Jésus, qui, à sa droite, tient Saint Jean-Baptiste, et à sa gauche, on a l'ange, je crois que c'est Uchiel, je ne suis pas sûr de la prononciation, et en dessous, Jésus, enfant. Donc voilà les protagonistes. Et ce qui a marqué ma première chose, fois que j'ai vu ce tableau, d'abord ça se passe dans une grotte, apparemment, avec de l'eau au fond. Ça nous parle un tout petit peu. Et surtout, il y a ces positions de mains et de doigts qui semblent pointer et fabriquer quelque chose. Alors ça m'a intrigué et j'ai cherché un peu plus loin des explications sur ce tableau. Donc la première version à gauche du Louvre, elle est certifiée, c'est bien Léonard de Vinci qui l'a peint, et elle est visible à Paris. La deuxième version, les experts pensent que c'est Léonard de Vinci qui a composé le tableau, donc qui a mis en place l'esquisse première, mais qu'elle a été peinte par un de ses disciples, Giovanni Ambrogio de Predis. Alors l'histoire de ce tableau, le commanditaire c'est la confrérie de l'Immaculée Conception, c'est un ordre franciscain, en Italie évidemment. Il a commencé à peindre le tableau en 1483, Léonard a 30 ans, et il termine son œuvre 3 ans plus tard. Le peintre, donc Léonard, demande une prolongation de salaire car les travaux sont plus longs que prévu. Et les commanditaires la refusent. Et du coup, il refuse de vendre et de rendre au commanditaire l'œuvre commandée. Et il l'a revendue à Ludovic le Mort. Si vous ne connaissez pas Ludovic le Mort, vous pouvez faire un petit coup dans Google. On va y revenir à ce personnage qui est lié à la famille Sforza. Famille Sforza qui protégeait et qui avait hébergé Léonard de Vinci. Et on va voir que les Sforza ont peut-être quelque chose à voir avec Oak Island. Donc du coup, les commanditaires sont pas très contents. Ils intentent un procès contre Léonard pour pas avoir livré le tableau en 1486 quand le tableau est achevé. Le procès dure 25 ans. Et en 1491, il se met, puisque je crois qu'il perd son procès, il s'engage à créer une seconde version qui lui met 8 ans à faire. Et en fait, c'est pas lui qui l'a fini de peindre, c'est son disciple. Totalement terminé en 1508. Et en effet, Léonard quitte Milan pour Venise en 1499, donc c'est certainement pas Léonard qui a continué de peindre ce tableau à partir de 1499. C'est donc bien son disciple, Giovanni Ambrogio de Predis, qui a fait la deuxième version. Qu'est-ce qu'on reprochait à la première version? On reprochait que Jésus, finalement, était le personnage le moins important, tout petit en bas. Vous notez que l'ange a perdu son doigt, il ne pointe plus au-dessus de Jésus. Et il y a plusieurs modifications comme ça. Saint Jean-Baptiste a une croix maintenant, etc., etc. Continuons sur ce tableau. Comme je vous l'ai dit, lors de recherches passées dans ma vie de chercheur, une courte vie de chercheur,
Ça, c'est en rapport avec Rennes-le-Château. C'est un tableau. Et peut-être d'Oak Island, parce qu'il y a tout un courant de philosophie qui explique qu'il donne aussi des indications sur Oak Island. Mais c'est un tableau de Poussin qui, à l'intérieur, révèle une architecture géométrique. Alors, pour rien vous cacher, je suis pas convaincu. Celle de gauche, bon, bah, on m'a tracé un magnifique pentagramme, mais j'arrive pas à comprendre les points de fuite. Ils sont issus d'où et pourquoi ces angles-là et pas d'autres. J'arrive pas à comprendre sur le tableau qu'est-ce qui raccroche. L'image de droite, le pentagramme n'est pas régulier, il est tordu. Et encore une fois, pourquoi le pentagramme finit sur ce point? Pardon. Finit sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là aussi? Pourquoi ils ont pris ce point? Pourquoi ils ont pris ce point et pas un autre? Là qu'on part de l'œil, pourquoi pas, mais comment on trace cette diagonale-là et cette fuyante? Il n'y a aucun autre point. Donc je suis très dubitatif sur ce que je vous montre là. Mais l'idée, c'est que il y a eu des personnes qui ont fait des recherches et c'est allé jusqu'à la folie. Hein. J'ai vu des tentatives de détection de figures géométriques dans ce tableau où il y avait au moins 1000 lignes. Enfin, ça prend une ampleur incroyable. Mais dans Rennes-le-Château, on sait qu'il y a 2-3 tableaux qui sont importants dans la légende, puisque c'est des tableaux, d'après la légende, que Sonner, lors de son voyage à Paris, a ramené du Louvre des copies de tableaux pour pouvoir les étudier à Rennes-le-Château. Et ils ont une importance. Bien, revenons à notre petite île merveilleuse. S'il vous plaît, portez une attention particulière à cette géométrie. Rappelons-nous où on en est. On a positionné la carte de Zina. On a la croix de Nolan qui est dessinée en vert ici. Je la retrace en rouge jusqu'à ce point-là, hein, qui est le point d'intersection. Lors de ma dernière vidéo sur les 7 preuves, on avait le sud. Alors, je ne peux pas l'écrire à l'envers, je vais être très mauvais. S, U, D... Attends, un truc comme ça. Et le S rentre dans ce point, et ce point, c'est un des cônes, hein, c'est le cône tout en haut. Ici, c'est le headstone, où ils ont déterré le cône ou le rocher en forme de tête. Et puis, on a un cône sur la plage, un cône dans la forêt, le cône du bas, et on a un mid-cône qui est ici. D'accord? Donc, c'est bien la représentation de la croix de Nolan, hein, qu'on a remis ici. Cette ligne ici, c'est notre fameuse ligne est-ouest qui va finir sur l'atterrissage. Pardon, qui va finir à gauche sur les rochers de Round Island, l'île ronde, tel que je l'ai démontré dans ma dernière vidéo. Donc cette ligne jaune que j'ai mis en jaune ici, ce carré jaune, c'est la ligne est-ouest. En vert, on a la croix de Nolan, qui va jusqu'à son point d'extension. Rappelez-vous, ça c'est le cône physique, il est ici. Mais quand on prend cette distance et qu'on la reproduit, on a un truc que nous, on a appelé 429 Extension Point, qui est un point particulier, puisque de là part l'atterrissage qui arrive sur l'île de Frog Island. Si tout ça, ça vous pose confusion, il suffit de regarder les 8 dernières vidéos que j'ai réalisées en français. Et donc, une fois qu'on a positionné la carte, on trouve la rampe qui est ici, sur ce point, puisque le cadran est à peu près comme ça, quand on a sur la carte le cadran. Et ce cadran, sur une ligne à 45 degrés, nous amène à l'entrée. À l'époque, on l'appelait le Money Pit. C'est une vieille image, ça c'est au début de nos recherches. Et le triangle de pierre qui est aligné. Donc voilà la structure géométrique du travail pour l'instant. Et ici, c'est la fameuse vault, c'est le coffre hydraulique qui est souterrain, qui finalement est pas si loin de la structure géométrique de la forme de la croix de Nolan. Donc je voudrais que vous imprimiez bien ceci. Cette histoire de j'ai une croix, j'ai ma ligne à 45 qui est déterminante dans notre géométrie, et puis on va même en rajouter une ici, la bleue. La bleue, bah, c'est juste la liaison de la fin du rocher de droite de la croix de Nolan qui descend parallèlement au corps de la croix, et il y a la même ici en haut, mais elle ne nous intéresse pas pour l'instant. D'accord? Donc on imprime bien, on a la croix de Nolan en vert, on a la ligne est-ouest, pure est-ouest, la ligne vert, c'est la vert line, hein, c'est le VE2RE dans l'énigme de la carte de Zina Alpern, et on a cette ligne bleue qui rejoint le bord droit du rectangle formé par la croix de Nolan. Ok? Bien. Un beau jour, j'étais donc en train de chercher dans Wikipédia, et on va le faire live, j'étais en train de chercher dans Wikipédia des informations sur la Vierge au Rocher. Donc vous pouviez y avoir accès, c'est en live, c'est Wikipédia, la Vierge au Rocher. Alors là, il vous explique tout, toute l'histoire, hein, je vous ai fait un petit résumé, mais c'est très intéressant. Et puis je regardais ça d'un œil distrait. Alors il y a la version de la National Gallery, et puis il y a plein de reproductions. Il y a d'autres auteurs qui ont fait aussi des reproductions de la Vierge au Rocher. Donc on continue, c'est une peinture à l'huile, très bien, l'attribution, le titre. Je descends, et je vous jure que vous allez voir, comme moi normalement vous devrez avoir un choc.
Repère chronologique, voilà le contrat, elle devait être au milieu, à gauche, à droite, encore des peintures ou des figurines, ou je sais pas. Ça, c'était le commanditaire qui voulait l'installer dans une espèce de présentoir, dans une église. Ok, les anges, la commande n'a pas été livrée comme je vous l'ai expliqué, il y a 2 œuvres, puis je continue de façon distraite, je descends, et à un moment je tombe là-dessus. Ah, puis je vais zoomer ça. Ah, puis je vais vraiment le zoomer. Donc, le musée du Louvre, on va lire en bas, composition de la Vierge au Rocher, détenue par le musée du Louvre, donc l'œuvre originale. En bleu, délimitation de la composition en pyramide ou en triangle. J'ai appris ça à l'école primaire dans les 3 grâces, je crois. C'est la première fois qu'on me montrait un tableau dont la composition était en pyramide. Ok, en bleu, la pyramide, c'est la construction générale et le positionnement des individus. En vert, la croix qui résulte des liens entre les mains. Donc oui, en vert, je vois bien que c'est les mains de Saint Jean-Baptiste qui sont alignés avec le doigt de Uchiel. Il y a la main de Marie-Madeleine qui est alignée avec l'œil de Jésus. Il y a le doigt de Jésus, ou plutôt l'œil de Jésus qui regarde l'œil de Saint Jean. Alors ça c'est le jaune, les regards des protagonistes. L'œil de Jésus qui regarde l'œil de Saint Jean-Baptiste et l'œil de Saint Jean-Baptiste qui regarde l'œil de Marie, qui forme un bord du triangle. Vous le voyez? Vous le voyez pas encore? Parce que alors moi ça m'a giflé quand j'ai vu ça. J'ai dit c'est pas possible. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est le musée du Louvre. Ça, c'est des analyses professionnelles qui vous expliquent la façon dont le tableau est composé. Et moi, de mon côté, j'ai ça. Alors évidemment, j'ai repassé avec les bonnes couleurs pour que ça matche. De telle sorte que, quand on les met côte à côte, donc ça, c'est le musée du Louvre. Et quand on les met côte à côte, on a la même chose. Alors, c'est très dérangeant. Parce que quand on les superpose, je vais vous le montrer. Quand on les superpose, je vais jouer avec les niveaux de transparence. Hein, donc ça, c'est la Vierge au Rocher, positionnée correctement par rapport au dessin sur l'île. Ça, c'est l'île, et on va retrouver exactement... Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. On va retrouver exactement l'alignement sur la fin. Enfin, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Vous le voyez, que la ligne jaune match notre ligne est-ouest. Et quand on la positionne correctement, les angles et les distances, les dimensions, les proportions sont entièrement respectées. Entre la géométrie qu'il y a sur l'île et ce que le musée du Louvre nous dit, étant la géométrie de construction du tableau. Vous voyez, hein, quand je vais doucement, vous voyez bien la croix qui s'aligne sur la croix de Nolan, et vous voyez bien la ligne est-ouest qui s'aligne, et le triangle aussi s'inscrit complètement, puisque le triangle bleu s'enregistre sur le point 429 extension qui est ici, et s'enregistre sur le volt, sur comment on va appeler ça, la cache, quoi, hein, la voûte protégée par un système hydraulique. Ça m'a énormément perturbé. Et j'ai continué des recherches dans ce sens. On va y arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre feedback là pendant que je l'explique. Je sais pas jusqu'où vous y croyez, mais moi ça m'a scotché, quoi. Hein. Surtout venant de Da Vinci et venant du musée du Louvre. Ça, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est eux. Nous, on a juste conclu. D'ailleurs, on n'a rien fait. Vous prenez la croix de Nolan telle qu'elle est, et on n'a rien créé là. Hein. On a juste vu qu'il y avait des boulders et que ça faisait la croix. On prend la ligne est-ouest telle qu'on l'a positionnée. Ok, ça vient de la carte de Zina. On fabrique le point 429 extension en reportant cette distance ici. Le volt, on le détermine par calcul. C'était ma vidéo numéro 3, je crois, en français. Et en fait, on a quoi? On a le tableau de Da Vinci qui apparaît. Voilà, moi ça me perturbe. Ça m'a pas empêché de dormir la nuit, mais pas loin. Surtout, ça m'a poussé à faire d'autres recherches. Ça voudrait dire que Da Vinci, si c'est pas une coïncidence, connaissait la géométrie de l'île. Ou bien que cette géométrie de l'île a été empruntée encore à une géométrie encore plus ancienne, dont les constructeurs et l'architecte de l'île étaient au courant, tout comme Da Vinci était au courant de la même structure géométrique, j'ose dire sacrée, je vais pas aller dire sacrée, mais particulière. Est-ce qu'il y avait un ordre qui date de l'Égypte, qui date de je sais pas quoi, qui a transmis des informations aux gens qui ont créé l'île? Et Da Vinci aussi a eu cette information, peut-être beaucoup plus tard. Da Vinci, on est en 1490-1500. Hein.
L'île, pour moi, elle est plus lointaine. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais pour moi, c'est extrêmement dérangeant, cette similarité. Continuons. Quand on regarde... Alors, je vais peut-être le remettre dans sa vue d'ensemble. Quelle est la... Voilà, là. Quand on regarde cette image de gauche, hein, moi je me focalise sur la version originale, et qu'on voit cette partie du tableau, parce qu'il y a des petites anomalies dans ce tableau, il y a des petites choses étranges. Notamment, on pourrait dire, là j'ai un contour d'une entrée de grotte, cachée par un rideau, qui là est relevé, et qui me montre l'entrée d'une grotte. Et en fait, si on zoome... Ah, regardez comment ça fait, hein. Il y a le rideau en haut, et j'ai vraiment l'impression qu'on peut rentrer dans cette grotte, dans cette caverne. Un peu comme si on nous montrait l'entrée d'une grotte ou d'une caverne. C'est l'effet et l'impression que ça m'a fait. Hein. Le deuxième chose intéressante, c'est que ce ornement ou ce bijou, imaginez que c'est l'œil d'un poisson. Vous le voyez le poisson? Prenez le temps de regarder. On a la queue qui est ici, les nageoires arrière, et puis on a la forme... On a la forme ici, on a la forme là, et puis voilà, j'ai mon poisson. Alors on sait que Jésus était pêcheur, mais est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Est-ce que Léonard de Vinci a voulu montrer un poisson et l'entrée d'une grotte? Moi personnellement je crois, mais ça c'est de l'interprétation. Une autre chose, ça reste une énigme pour beaucoup. Lors du show télévisé La Malédiction d'Oak Island, en 2017, lors du tournage de la saison 5, avec un détecteur de métal, Gary Dayton déterre cette croix en plomb, qu'ils ont ensuite datée, parce qu'avec la spectrographie de masse, on arrive à... Et le carbone 14, mais là je crois pas que c'est le carbone 14. Là, ils ont fait la spectrographie de masse, ils ont retrouvé la composition chimique du plomb utilisé, et chaque mine de plomb dans le monde a une signature particulière quand on fabrique des objets avec ce plomb, et ils ont remonté le fil jusque une mine de plomb française en Provence. Et la datation par mise en contexte chronologique, pas par carbone 14, parce qu'il n'y a pas de matière qui decay, qui se désagrège en émettant des isotopes du carbone, donc on ne peut pas le mesurer avec le plomb, ça marche qu'avec la matière organique. Mais par contexte de la mine et du plomb, ils pensent que cette croix date de 900 après Jésus-Christ jusqu'à 1300 après Jésus-Christ. Sur Oak Island. Je vous rappelle que officiellement, l'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb, soit 200 ans plus tard. Qu'est-ce que cette croix dont le plomb est issu de Provence fout dans cette île? Donc cette croix, elle amène énormément d'interrogations. Moi, enfin, c'est un ornement, vous voyez qu'il y a un trou en haut. C'est ce que tout le monde pense que c'est un ornement qu'on utilisait comme un collier, hein, une croix protectrice. Moi, je crois que c'est une clé. Moi, je pense que c'est une clé qui rentre dans une serrure, mais ça n'engage que moi. On pourrait en reparler un jour. Bref, eh bien cette croix, je l'ai retrouvée dans le tableau de Da Vinci. En tout cas, son motif. Vous voyez dans les arbres en haut, j'avais détecté, il y avait une forme étrange. Et quand on regarde cette forme étrange, elle a cette forme. Hop, avec en haut un rond, un trou au milieu, et les deux bras qui sont faits par des feuilles. Donc, pareil, j'ai pas de conclusion. J'ai aucune conclusion. C'est en étude. J'ai trouvé ça étrange. Comment dire, la chose cachée y est. Ça, alors peut-être même qu'elle finit là et que j'ai pas compris ce que c'était comme forme. Mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'anormal. D'ailleurs, il y a peut-être un bec, c'est peut-être un oiseau. Et c'est la langue des oiseaux qui revient. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'anormal. Et je l'assimile plus ou moins à cette croix dans sa forme. Mais c'est peut-être un oiseau. On pourrait voir aussi un bec, le cou, la tête, avec peut-être des feuilles, l'œil, le cou ici, et puis peut-être une aile, deux ailes. Voilà, après c'est de l'imagination. Mais il y a quelque chose qui traîne, parce que cette forme-là, cette partie-là, là, avec les couleurs, c'est pas naturel. Il y a quelque chose. Bon, ça c'était une autre petite observation en passant. Alors, j'ai fait l'inverse. Et à un moment, je me suis dit, ok, là, j'ai pris la carte du Louvre, l'image du Louvre, je l'ai mise sur l'île. Qu'est-ce qui se passe si je mets sur l'île directement sur le tableau? Ça donne ça. Alors, c'est pas exploitable en tant que tel. Il y en a trop. Je vais vous le raconter vite fait. En gros, dans les carrés, c'est les éléments qui viennent du tableau. Par exemple, l'œil de Jésus, il correspond à ce point-là, qui est un point sur notre ligne est-ouest.
alors je ne l'ai pas traduit pour vous parce que j'avais qu'un snapshot, l'œil de Marie ou l'angle de mire de Marie, mère de Jésus, qui est aligné avec celui de Jésus, intercepte directement la cage souterraine hydraulique. L'œil de Saint Jean-Baptiste, il est positionné exactement à cet endroit de la croix de Nolan, donc c'est à une des extrémités de la croix de Nolan, etc. etc. C'est brouillon, je ne suis pas allé plus loin, c'était pour me dire est-ce que je rate des choses, c'est pas exploitable en tant que tel. Et ce n'est que le début d'une série, puisque j'ai encore 2 autres vidéos sur DaVinci. C'est assez dérangeant, et vous noterez, parce que vous avez peut-être pas vu dans ma signature, de toutes mes slides, la présentation et la fin, j'ai adopté personnellement ce signe, j'appelle ça la signature, et on va voir qu'on va la retrouver ailleurs, et dans des endroits où on s'y attend pas. Cette signature qui est donc, en fait, la croix de Nolan, oups, pardon, on va essayer de s'appliquer, la croix de Nolan, qui s'arrête là normalement, étendue avec l'extension 429 extension, plus, donc la croix de Nolan elle est là, plus la ligne, hop, excusez-moi, plus la ligne est-ouest, celle-là, là, ça c'est la est-ouest, qui finit dans notre dessin de Rochefoucauld, qui finit en le petit vert, et le quadrant était positionné par là, enfin, vous vous rappelez par rapport, voilà c'est celle-là, et elle finit sur Rhode Island, et puis ici c'est la branche de droite qui ferme, et j'appelle ça la signature. Et on va voir qu'on la retrouve à des endroits assez intéressants, comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous remercie, c'était court, mais au moins c'est plus fréquent, et je crois que vous aimez ça. Je vous remercie beaucoup pour suivre la chaîne, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. N'hésitez pas à écrire des commentaires, ça fabrique du trafic dans YouTube, ça permet de référencer la chaîne et que d'autres personnes voient ces vidéos. Et puis à très bientôt, merci, au revoir.